pour se remettre un peu dans le contexte, de l'adaptation au changement climatique, hein, qui quand même, pilote, énormément de nos travaux. Donc ce contexte-là, c'est, 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, déjà enregistré, sur, la surface du globe. Et puis, donc différents scénarios d'émissions de CO2 prévus par, le GIEC et donc, bah, en conséquence, différents, niveaux de degrés de réchauffement à l'échelle globale. Et donc, notre éleveur, de vaches laitières ou, de volailles ou autres, parce qu'on est bien sûr, concerné par tous les systèmes d'élevage. Celui qui s'installe en 2024 et qui finira sa carrière en 2054-2060, voilà, ça dépend de la durée de la carrière. Il aura affaire à un tout autre climat que celui d'aujourd'hui. Donc, pour se donner une idée, il y avait ce chiffre-là qui avait été sorti par, Cassou et Linné là, récemment, comme quoi 2 degrés à la surface globale de réchauffement moyen impliquait 4 degrés en moyenne en France. Donc, on aurait, la possibilité d'avoir un été plus chaud que 2022, une chance sur 3. Heu, donc, d'avoir cet été plus chaud que 2022 qui reste, marqué, dans nos esprits, au niveau de ces vagues de chaleur. Donc les arbres, comme solution de tampon et d'adaptation, long terme pour, nos systèmes d'élevage. Un arbre planté maintenant, nous permettra de réduire, on va voir le nombre de degrés, lors des présentations, mais c'est bien ça l'idée, c'est d'essayer de tamponner ce contexte général, de réchauffement climatique, à l'échelle du monde et de la France. Alors, sans rentrer dans les détails, mais c'était juste pour préciser les choses pour la France. On a à gauche, les trajectoires d'augmentation de la température, moyenne à l'échelle de la France, donc retravaillées par une étude du CNRM en rouge, avec, ce scénario d'émissions de CO2 élevées, donc le fameux RCP, 8.5. Alors, là, on est sur le tout dernier round du GIEC, donc on est sur le RCP 7.0 et pas le 8.5, mais c'est déjà des émissions très élevées avec un niveau de réchauffement global assez important, jusqu'à 6 degrés à la fin du siècle, en France, ce qui représente quand même, un réchauffement, monstrueux. Et déjà pour, en fait, observer, ce qui a été enregistré ces dernières années, cette étude, fait le bilan que, les modèles climatiques sous-estiment le réchauffement global en France, où l'année 2022 et puis même ces 10 dernières années, auraient été en fait finalement beaucoup plus chauds que ce que les modèles climatiques du GIEC, prédisaient pour la France. Donc voilà, point de vigilance par rapport à ça. Les cartes, comme celles qui sont à droite et les niveaux de réchauffement global en France, sur les modèles climatiques qu'on a, finalement seraient, sous-estimés par rapport aux dernières tendances des 10 dernières années. Donc là, c'est des cartes avec, un indicateur qui est le nombre de jours de plus chaud par an. Donc un jour, chaud est considéré au-delà de 25 degrés sur la température maximale donc d'une journée. Donc de 1976 à 2005, pour Rennes, par exemple, là où je suis, ce matin, on passerait de 30, à 40 jours par an de journées chaudes à, 60-70, par an de journées chaudes. Alors c'est exactement ce qu'on a vécu en 2022. Moi, c'est souvent le rapprochement que je fais à des, je présente à des groupes d'éleveurs, c'est que l'année 2022 finalement est très proche, de cette carte de droite du climat moyen, de 2050 qu'on aura, sur, ce scénario RCP 8.5 de réchauffement, sans, maîtrise des, émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle globale. Voilà pour le contexte. Heu, si, Fabien, veut bien donc, partager son écran et nous présenter la première étude, donc, qui nous sera partagée ce matin. Ça serait donc le projet RAM. Peut-être arrêter. Et puis on va prendre dans l'ordre ensuite, pour les prochains intervenants, dans l'ordre, que je vous ai envoyé par mail par la suite. Est-ce que tu arrives à prendre le contrôle, Fabien du super. Ouais, on dirait. Je pense que c'est bon, voilà, pour vous. Oui, c'est bon. OK.
Bon, bonjour à tous. Donc, voilà, je vais ouvrir le bal là. Fabien Liagre, donc de la société coopérative Agrouf. Donc, on est spécialisé en agroforesterie. On mène des travaux de recherche où on participe à des projets de recherche européens ou nationaux. Et puis également, après, on met en place des projets donc avec des agriculteurs. Donc, essentiellement dans toute la partie sud-est de la France, mais également dans d'autres régions en partenariat avec des structures locales. Et puis après, voilà, beaucoup de formations auprès des agriculteurs et des techniciens. Et d'ailleurs, un des critères pour rebondir à ce que Brendan, tu viens de dire, c'est que le nombre de sollicitations là, de la part des groupes d'éleveurs augmente chaque année. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de questionnements effectivement par rapport à ces questions d'adaptation au changement climatique et voir la place de l'agroforesterie. Alors, là, j'ai juste 10 minutes, donc je vais juste vous présenter les résultats d'un projet, voire de deux projets. Un qui s'appelle Parasol, qu'on a mené dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME, mais qui a été couplé puisqu'il s'est déroulé en même temps avec le projet Arbel, qui était piloté par l'Institut d'élevage, donc sur la même période, mais avec des fonds du ministère de l'Agriculture. L'idée, en fait, dans Parasol, c'était que les toutes premières parcelles XP qui avaient été plantées en agroforesterie, elles avaient été plantées dans les années 88, 89, 90, essentiellement sur prairies. Alors, c'était des prairies permanentes, donc c'est des cas un peu particuliers, mais avec des plantations qui étaient dans le Pas-de-Calais, dans le Massif central et dans le sud de la France. Et donc, on avait proposé un projet qui était de faire un bilan après 30 ans de plantation, un bilan en fait de l'arbre en termes d'impact à la fois sur le microclimat, sur la production de la prairie, le stress des animaux et la possibilité d'utiliser les arbres pour faire du fourrage. Donc c'était une espèce de bilan à mi-parcours. Alors aujourd'hui, ces projets sont finis, hein, donc ça fait 3-4 ans maintenant qu'ils ont été terminés. Donc je vous présente donc ces résultats-là, mais il y a d'autres projets donc, qui sont en cours et notamment il y a le projet RAM qui prend la suite et qui concerne les systèmes ovins. Et puis le projet Apache qui est piloté par Claire, que j'ai vu qui était dans les invités, là, participants, donc qui concerne lui les systèmes Capra. Donc, on avait demandé en fait de faire juste un exemple. Encore une fois, l'idée c'était de comparer un peu les grandes zones climatiques là que je viens de citer. Là, je vous en présente une. C'était sur un site donc en partenariat avec l'INRAE de Thé sur le Puy-de-Dôme. Donc, dans ces vieilles plantations, l'avantage, c'est qu'il y avait des tests sur les densités d'arbres qui avaient été mis en place. Donc, avec des densités qui pouvaient aller, là, en l'occurrence, pour la Martine, de 60 à 150 arbres. Des situations presque qui pourraient s'apparenter, en fait, avec des témoins forestiers. Et puis, des situations sans arbres. Pas toujours facile à trouver, les témoins sans arbres, parce qu'à l'époque, c'était surtout des projets plutôt forestier qu'autre chose. Mais bon, sur les 60-70 projets là, de cette époque-là, on a quand même trouvé une dizaine avec des témoins agricoles qui nous ont permis justement donc, de comparer chaque situation. Donc, l'idée, c'était de voir l'impact des arbres sur la prairie, l'impact des arbres sur les animaux, la possibilité d'utiliser les arbres pour le fourrage. Donc, au niveau de la prairie, on regardait dans chacun des cas de figure la phénologie de la prairie, les stades de développement, la qualité, la dynamique de la production et donc la valeur alimentaire en fait de cette ressource. Donc, selon les saisons. Alors, au niveau du microclimat, donc toutes les parcelles ont été équipées en fait de sondes pour mesurer la température et l'humidité, parce que l'idée c'était de calculer le THI qui peut se décliner après selon les groupes d'élevage. Hein. On fait ça pour d'autres projets. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on avait pu montrer, par exemple, sur les 2 années de mesure du projet, soit 2016 et 2017, il y avait effectivement forcément un impact des arbres sur la température, avec un effet tampon. Donc, en été, on avait quelquefois des différences de 3 à 6 degrés hein, de différentiel, avec donc une ambiance beaucoup plus fraîche sous la canopée des arbres par rapport à la situation sans arbres.
et donc ce qui nous permettait de calculer également au niveau du THI, de visualiser, de voir qu'en fait, on pouvait passer d'une catégorie de stress à une autre, donc de stress modéré à stress léger, et qui impacte donc directement la production, en fait, hein, que ça soit lait essentiellement, mais également tout ce qui va être santé de l'animal. Au niveau de la production de la prairie, eh bien, là, ici, vous avez trois cas de figure. La situation avec 150 arbres en vert, 60 arbres en rouge et en bleu, le témoin. Ce qu'on remarque, et en fait, ça a été vrai dans d'autres parcelles, c'est qu'en dessous de 100 arbres à l'hectare, pardon, eh bien, l'impact de rendement est relativement faible par rapport au témoin. Mais dès qu'on va passer les 100 arbres à l'hectare, donc effectivement, là, l'impact va être beaucoup plus fort et assez rapide, hein, puisque là, par exemple, sur le graphe, on peut voir que au mois de juin, par exemple, on a quasiment 2 à 3 fois moins de rendement, hein, dans ces situations qui pourraient s'apparenter en fait à une situation de boisement de terre agricole, hein, parce que 150 arbres, on est vraiment dans des situations forestières. Si on regarde maintenant la note phénologique qu'on attribue en fait aux différentes placettes qu'on a pu mettre en place, et bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a de nouveau une différence avec la situation à forte densité par rapport à la situation à faible densité, qui continue à suivre la situation du témoin. Donc, en fait, on a effectivement un retard, un décalage, en fait, hein, dans le développement, dans la phénologie, en fait, de la prairie en présence d'arbres, et qui va être plus ou moins marqué selon le nombre d'arbres qu'on va voir sur la prairie. En gros, on va avoir un stade de montaison en situation agroforestière dense en été, alors qu'elle a plutôt lieu en fin de printemps dans l'autre cas. Et si on regarde le niveau de matière azotée totale, eh bien là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'inversement dans les courbes, c'est que ce sera dans les situations à forte densité qu'on va continuer à avoir un taux de protéines intéressant, qui va se situer au-dessus de 10%, y compris jusqu'à l'automne, pour donc la situation à 150 arbres par hectare. Et même dans la situation à 60 arbres par hectare, il y a aussi ce décalage dans la perte de valeur alimentaire donc de notre fourrage, qui va passer donc sous la barre des 10%, qui est un petit peu le seuil, hein, pour les ovins, à la mi-juin, alors que dans la prairie pure, dans le cas de cette année-là, on y était arrivé à la fin mai. Alors, après, la question, c'est une fois qu'on a une densité d'arbres bien établie, c'est bien entendu, on sait qu'on peut intervenir sur les arbres pour faire du fourrage feuille. Donc, c'était ce qui a été fait dans le projet Parasol. Et on avait, donc, il y avait l'INRAE de Lusignan qui était partenaire, avec qui on travaille depuis la mise en place de leur projet sur le domaine. Donc, on a analysé toute une série de feuilles, et c'est un travail donc on continue encore aujourd'hui là dans les projets RAM et Apache que j'ai cités tout à l'heure. Bon, ce qui ressort, je ne veux pas le détailler puisqu'on n'a pas le temps, mais effectivement, les espèces traditionnelles comme le mûrier ou le frêne présentent des valeurs de protéines et de digestibilité qui sont très élevées, parfois plus élevées que le raie gras ou la luzerne, hein, qu'on a donc en système conventionnel. Donc, ce qui en font des arbres vraiment intéressants, mais ils ne sont pas les seuls, hein. Vous avez d'autres arbres comme les aulnes, les châtaigniers, donc qui peuvent être aussi intéressants, voire des arbustes ou des lianes. Ce qui est intéressant avec le mûrier, c'est qu'on peut les téter tous les ans. Le frêne, ça sera peut-être pas tous les ans, ça sera tous les 2, 3, 5 ans. Enfin, ça dépend un peu des conditions de sol, hein. Et à chaque fois qu'on va les téter, nous, ce qui nous a intéressé, c'est qu'effectivement, on va impacter le microclimat, et on va peut-être réduire les effets de compétition avec la prairie. Donc, c'est ce qu'on a mesuré ici, donc toujours sur le site de la Martine. Donc, on avait une parcelle avec 100 frênes à l'hectare. Et donc, il y a la moitié qui a été tétée, complètement émondée, et puis l'autre qui est resté, qu'on a gardé voilà, sans intervention sur le houppier. Donc, c'est la situation en rouge, hein, vous avez les photos hémisphériques. En vert, c'est une fois qu'on a fait la coupe des houppiers. Donc, vous voyez qu'on a un gain donc, de 68% en termes d'ouverture, hein. Donc, on relance complètement la production prairie. Et puis, en bas, vous avez le témoin. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là, vous avez deux graphes, printemps 2016, printemps 2017. Et quand on regarde le niveau vert et bleu,
dès qu'on a fait une coupe, en fait, on récupère le rendement quasiment qui va être très proche de celui donc, du témoin. Par contre, dès que les branches vont repousser, donc la deuxième année et puis après les années qui suivent, bien entendu, la couverture, l'ouverture va se refermer au niveau de la canopée et on va de nouveau avoir une baisse progressive du rendement, donc comme ce que vous voyez sur le graphe 2017. Donc là, après, il faut rentrer en fait dans un rythme d'intervention pour réguler un petit peu ces effets microclimatiques. Alors, bien sûr, après, bon, ça, c'est une généralité, hein, mais ça se décline selon le contexte pédoclimatique, les accidents climatiques de l'année, les objectifs de l'agriculteur, la possibilité de mécaniser ou pas. Il y a plusieurs techniques d'intervention également en termes de mécanisation ou de choix stratégiques pour l'alimentation des animaux. Donc, tout ça, c'est à relativiser. Et c'est ce qu'on essaye aussi là d'ailleurs de faire en ce moment pour les projets Apache et RAM dans le cadre d'accompagnement de projets à l'échelle d'une exploitation. Alors, peut-être, et je termine là-dessus, ce qui est important, ce qui a été mis en évidence dans ces projets, c'est que quand on regarde la production globale de la parcelle, effectivement, il y a une baisse donc de la production prairiale sans intervention de sélection variétale. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que c'est une prairie qui n'a pas été du tout composée avec des espèces adaptées à l'agroforesterie. Et donc, peut-être que là, il y aurait une voie d'amélioration, bien entendu. Mais donc, si on part du principe qu'il y a une compétition qui va se mettre en place progressivement, là, donc on a une simulation sur 50 ans, et puis après, vous avez une production de feuilles, alors qui peut être un petit peu aléatoire. Il y a encore des questionnements sur le rythme d'intervention, de prélèvement de ces arbres, mais si on fait un scénario plutôt prudent, on va dire, c'est le feuillage moins que vous voyez à l'écran, et un peu plus optimiste, c'est le feuillage plus. Vous voyez qu'en fait, la production globale de la parcelle au niveau fourrager est supérieure à la prairie classique. Alors, ça, c'est un chiffre sur l'année. Bien entendu, maintenant, il faut aussi le décliner par mois, par saison, puisqu'on a vu qu'il y avait des décalages au niveau de la prairie. Et puis, la récolte de feuilles va se faire à un moment peut-être un peu différent, qui peut être très intéressant, puisque ça peut être à l'été ou à l'automne. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un aperçu en fait de ce travail qui a été fait. On a fait un numéro de la revue Fourrage là qui fait à peu près 90 pages, qui est disponible en ligne gratuitement maintenant, mais également sur papier. Et puis tous les sites des projets Parasol et Arbel sont sur notre site internet. Super, merci Fabien. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va prendre 5 minutes de questions à chaque fois après ces 10 minutes de présentation. Merci d'avoir respecté le timing, Fabien, c'est top. C'était très riche, puis en plus, c'est un peu au-delà du microclimat. Est-ce que vous avez donc des questions? N'hésitez pas à vous présenter juste rapidement lorsque vous posez une question pour qu'on sache à qui on parle. C'était clair pour tout le monde? Moi, j'avais juste une question sur les degrés là que tu as mentionné, de 3 à 6 degrés en moins sous un arbre par rapport à une prairie témoin. On parle donc de température moyenne à la journée, ou c'était la température max à 14h, 15h au plus haut de la journée? Alors, c'était au moment le plus chaud de la journée. Ouais. Et puis après, donc la différence, c'est que 6 degrés, c'était quand il y a eu des événements un petit peu chauds, comme en 2022, on va dire, où ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être 7-8 degrés, en fait, dans ce cas-là. Et puis après, 3 degrés, c'était en 2017, il a fait un petit peu moins chaud, donc voilà, c'est relatif après, quoi, en fait. D'accord, ok. Et par contre, après, ce que j'ai pas mentionné, c'est que la nuit, effectivement, il y a un inversement. Il fait un petit peu plus chaud. Alors là, ça se mesure entre 1 et 2 degrés. Donc, il fait un petit peu plus chaud parce qu'il y a moins de déperdition de la température. Donc ça peut jouer sur la somme de température, du coup, après, pour les cultures qui sont associées. Donc, Ouais. Ça marche, merci. Carole, lève la main. Oui, moi j'avais une question sur l'histoire des protéines. Tu as dit qu'il y avait plus de protéines quand il y avait plus d'arbres. Je croyais qu'il y avait moins de légumineuses quand il y avait plus d'arbres. Alors du coup, je voulais savoir en fait à quoi tu pensais, enfin comment tu l'expliquais. Alors, c'est le niveau de protéines au niveau des cultures fourragères, même donc les analyses de Regra notamment,
donc de MAT au niveau de ces plantes-là. C'est vrai qu'après, il y a moins de légumineuses, mais alors, encore une fois, c'était des flores, c'était des prairies permanentes, donc c'est ce qu'on a remarqué, mais ceci dit, il y a des légumineuses qui peuvent être tout à fait adaptées voilà, à l'ombrage des arbres, hein. Donc, par exemple, dans les trèfles, des trèfles bien enracinés, les trèfles souterrains peuvent mieux s'en sortir que d'autres. Après, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que ces légumineuses, là, en l'occurrence, elles sont souvent sensibles au piétinement. Donc, quand tu as, par exemple, 30 ou 40 arbres à l'hectare, tu peux avoir des phénomènes de surpâturage sous les arbres qui font que ça biaise un peu le résultat. Donc, voilà, ça fait partie des choses, là, quand on parlait de trous dans la raquette, ça mériterait d'approfondir, quoi. Ok, merci. Si vous avez d'autres questions, peut-être vous pouvez utiliser le chat pour les poser et puis échanger. Donc, on va passer à la présentation suivante. On garde ce timing serré, mais voilà, qui est respecté jusqu'à maintenant. Arnaud, si tu peux donc présenter ton écran, je te remercie. Ça marche. Nickel, la parole est à toi, on voit bien. Ok, donc bonjour à tous, donc Arnaud Deltour, moi je suis conseiller en agroforesterie donc à la Chambre du Nord-Pas-de-Calais et on a suivi ces 3 dernières années une étude sur l'impact de l'agroforesterie en pâturage bovin. Alors notre objectif en fait c'était surtout d'avoir de la référence locale, c'est toujours pareil en vulgarisation avec les agriculteurs, hein, on peut leur présenter plein de belles études, mais si ça n'a pas lieu à côté de chez eux, ils émettent un certain doute sur les données. Donc, on a un peu cherché ce qui s'était fait ailleurs en France, notamment l'étude Parasol, et on a essayé de copier les protocoles pour avoir des données très locales. Donc, on a travaillé sur deux parties, vraiment la partie microclimat avec les températures, humidité, et puis l'influence des arbres sur le couvert herbacé, un peu ce que vient de présenter Fabien, hein, sur l'impact des arbres sur le rendement et sur les valeurs alimentaires. En sachant qu'aujourd'hui, je vais me focaliser sur la partie microclimat. Donc, une rapide présentation des sites d'études, hein. On a travaillé donc que dans des prairies pâturées par des bovins. On était sur des systèmes qui avaient tous plus de 15 ans. Sur le Pas-de-Calais, donc il y a eu une première année en 2021, on a travaillé sur 4 parcelles et on a réadapté en 2022-2023 parce qu'on a des parcelles qui n'étaient pas très intéressantes. Et donc là, on est parti sur 5 sites, sachant que les densités des arbres vont de la première d'une ville de 35 arbres à l'hectare jusqu'à la parcelle du centre à Zoteux où on a 110 arbres à l'hectare. Et aujourd'hui, les données que je vais vous présenter, c'est la parcelle de Preur, qui est un pré-verger avec une densité d'environ entre 60 et 70 arbres à l'hectare. L'année 2022, voilà, c'est quand même une année qui était un peu particulière, très très chaude. Donc on a pris voilà, la période à Preur où les animaux sont sortis le 27 avril et ont été rentrés le 18 octobre. On voit que sur les températures moyennes, voilà, on a un écart de 2,5 degrés en moins dans les parcelles arborées. Donc là, c'est la moyenne sur les 24 heures, température de jour et de la nuit. On a fait ce même calcul sur la moyenne des températures les plus basses, donc souvent la nuit, hein, et on voit que dans les parcelles arborées, on a quand même une température qui est plus élevée d'un peu plus de 3 degrés. Et on a fait aussi la moyenne sur les températures les plus chaudes. Donc là, on a 3,5 degrés de moins dans les parcelles arborées. Alors, je suis obligé de préciser, ouais. En fait, l'étude est financée par l'Agence de l'eau, en fait, qui a demandé de travailler sur des solutions alternatives. On a de plus en plus d'agriculteurs qui veulent travailler sur l'autonomie de leur exploitation, le retour bas l'herbe. Et malheureusement, quand on a des étés de plus en plus chauds, on a parfois des difficultés dans le fourrage. Et on a vu apparaître de nombreuses demandes, en fait, de forage pour irriguer les prairies. Donc l'agence de l'eau nous a demandé en fait de travailler à d'autres alternatives, notamment voir si l'agroforesterie pourrait pas être un palier pour éviter l'irrigation des prairies. Donc là j'ai pris une journée un peu type. Donc sur les températures pour voir l'impact au cours de la journée. Donc en rouge c'est les parcelles arborées, en vert c'est les capteurs qu'on a mis en interrang dans les parcelles arborées. En rouge c'est au pied des arbres. Et la courbe en bleu, c'est les parcelles témoins. Donc, on voit qu'au pied des arbres, on a une diminution ici en été.
été 2022, on a presque pendant toute la période où les bovins sont dehors, hein, sortis de traite à 9h et rentrés vers 16h30, 17h, et ben, sous nos arbres, on a quand même un contexte beaucoup plus favorable, avec moins 8 degrés. Si on prend les mêmes données au printemps, bon, les températures sont un peu moins élevées, mais vous voyez qu'on a quand même 6 degrés de moins. Donc, c'est quand même des choses qui sont assez confortables pour les animaux. Alors au départ, on voulait aussi étudier le comportement des animaux, on voulait leur poser des GPS pour voir comment elles utilisaient l'espace durant la journée. Bon, c'était un peu trop cher par rapport à notre budget, donc on a mis un système d'appareil photo qui prend des photos toutes les 3 minutes, et on a pu comme ça observer aussi l'utilisation de l'appareil durant la journée quand les animaux sont dehors. Alors on a eu 2 comportements complètement différents sur les bêtes, les animaux qui produisent du lait, notamment chez nous on a beaucoup de Primostein. Dès 10h du matin, c'est la bataille pour aller se mettre à l'ombre, et après on avait posé aussi dans des prairies où c'était des animaux à viande, des blondes d'Aquitaine et des limousines qui, eux, soleil, pas soleil, ombre, en fait, utilisent la prairie de manière homogène sans se soucier de cet effet ombre. En 2022, on avait comptabilisé aussi les journées à plus de 30 degrés. Donc, quand on dit 30 degrés, il faut s'imaginer qu'on n'est pas sur des données météo avec un thermomètre dans une boîte à 1,50 m. Là, on est vraiment sur des capteurs qui sont posés à 1 mètre du sol en plein soleil. Donc, on voit que, par exemple, dans nos parcelles témoins, ici à Preur, on a eu 126 jours où le capteur, on mesurait des températures de plus de 30 degrés, alors que sous les arbres, en fait, on n'a que 40 jours. Donc, on a 3 fois moins de jours où la température est vraiment montée. Après, on a aussi mesuré le THI. Le but, c'était de montrer aux agriculteurs, de leur montrer le stress que pouvait engendrer la chaleur sur leurs animaux. On a essayé d'aller jusqu'au calcul, même si c'est théorique, hein, mais au calcul du volume de lait qui pouvait être perdu à cause de ce stress. Et on s'aperçoit ici, toujours à Preur, hein, que sur la saison, c'est un peu plus d'une centaine de litres de lait qui sont perdus par vache. Et donc, si on prend le cheptel moyen pour la région Nord-Pas-de-Calais, voilà, ça représente quand même presque un budget de 3 500 € qui est perdu dû au stress dans les parcelles témoins non arborées. Donc, ça, c'était important aussi de le quantifier d'un point de vue économique. On est en train d'essayer on est encore en train d'y travailler, mais d'aller jusqu'au bout donc c'est-à-dire qu'on a fait une estimation de la valeur des arbres. Enfin, on a essayé d'avoir une étude un peu économique sur chaque parcelle entre le gain qu'on peut avoir grâce à ces économies et l'évitement de la perte de production, ce que pourrait rapporter le bois, par exemple dans les parcelles témoins et les parcelles, on a chez un agriculteur la possibilité d'avoir deux compteurs d'eau, donc on a pu aussi mesurer la différence de consommation d'eau entre une parcelle témoin et une parcelle aménagée, d'essayer de compiler toutes ces données économiques pour voir l'impact que peuvent avoir ces arbres, quoi. Voilà, donc là j'ai pris une journée où il a fait très chaud, donc en 2018, où au plus chaud de l'après-midi, entre 14h et 16h, dans nos parcelles témoins, nos capteurs avaient mesuré 43 degrés et sous nos arbres on était qu'à 33 degrés, quoi. Donc ça, c'est des chiffres qui à chaque fois interloquent un peu les agriculteurs à qui on présente l'étude. Donc voilà, sachant que nous en 2002, alors les agriculteurs s'en vantent rarement, mais en essayant de discuter, en cherchant un peu, en fait, on a eu plus d'une dizaine d'animaux qui sont morts de coups de chaleur en 2022. C'est la première fois que ça arrive. Des vétérinaires qu'on a pu croiser, interroger, nous ont dit que c'était rare, ils avaient très rarement vu ça. Et comme on sait que cet été 2022 sera la référence de demain, ça permet aussi de mettre en alerte nos agriculteurs et de les faire réfléchir à l'aménagement de leurs parcelles. Voilà, j'ai essayé de rester concentré sur les données chiffrées. Ouais, c'est déjà super riche sur les observations, sur l'eau, sur l'aspect économique. Je ne sais pas si tout le monde est allé aussi loin, mais c'est vachement intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, Laura. Oui, bonjour, Laura Fournier de la Chambre d'agriculture de Corrèze. J'avais une question, du coup, cette parcelle, c'est un pré-verger, du coup? Oui.
D'accord. Et du coup, il y a, comment dire, c'était quoi comme espèce en termes, c'était plutôt de la pomme, Ouais, c'est Voilà. 90% des Ok. pommiers, on a 10% de poiriers. Ok. Et il y a eu des interventions de taille sur ces arbres ou pas du tout? Pas du tout, c'est des vergers, ce qu'on appelle nous chez nous de grands vins, donc ils ont été formés les 4-5 premières années pour leur donner une forme, et après, ben, ils vivent leur vie. Et pour C'est de la finir, production extensive, quoi. C'est pas D'accord. un verger intensif, quoi. Ok. Et pour finir, parce qu'ils vont me demander du coup, et la hauteur des arbres que vous aviez. Donc ça, c'était des arbres qui ont 17 ans, greffés haute tige, et ils font aujourd'hui entre 8 et 9 mètres de haut, quoi. Ah oui, ça va. Ok. Bon, voilà. Merci. Oui, Oui. bonjour. Samuel Legray pour l'association Sylva Legray, donc en Loire-Atlantique. Je trouve l'étude très intéressante. Je voulais savoir, est-ce que cette étude est-ce que vous la diffusez auprès des agriculteurs? Est-ce que vous poursuivez cette étude? Comment, voilà, c'était sur ce point-là. Et puis, du coup, je fais le parallèle avec l'étude qui a été faite à Derval. Alors, Véronique Blondy, je vois qu'elle est présente et pourrait en parler. Il y avait une étude qui avait été faite en 2016 sur justement des parcelles témoins avec des parasols pour imiter l'impact des arbres. Et dans les résultats, les premiers résultats, il y avait des GMQ, donc des gains moyens quotidiens qui avaient été étudiés. Et dans les résultats, les premiers résultats, on avait plus de 240 grammes par jour et par génisse, par animal. Donc des résultats assez intéressants, enfin assez probants. Par contre, ce qui est étonnant, elles ont été assez minimisées dans les conclusions à la suite de l'étude. Donc je ne sais pas si Véronique, tu peux témoigner là-dessus, mais voilà, c'était Oui. pour avoir cet échange sur ce que vous avez fait, qui était très intéressant, mais on a eu du mal à comprendre en fait dans les conclusions à la fin. Visiblement, les résultats devaient peut-être trop déranger au niveau de peut-être des résultats techniques, mais Oui, alors du coup, bon, je vois qu'il y a des questions, mais je vais répondre tout de suite, vraiment, si c'est possible. Ouais. Voilà. Donc, oui, effectivement, notre étude, nous, elle est un petit peu antérieure à celle qui vient de nous être présentée. Et donc, nous n'avions pas de parcelles arborées, donc on était sous des parasols. Donc, c'est vrai que tout ce qui était taux d'humidité, etc., nous n'avions pas la même finesse d'approche que sur les études que vous venez de nous présenter. Et effectivement, on a constaté donc un gain de GMQ sur le troupeau. Donc, c'était des génisses laitières. Et on a donc constaté un gain de GMQ. Après, ça aurait mérité d'être répété parce qu'on n'avait pas suffisamment d'exemples d'années climatiques différentes pour aller jusqu'à une généralisation plus avancée, on va dire. Le GMQ présenté, là, c'était sur les 3 années d'études, on a pu réellement le mesurer que sur 2 années. La première année, le protocole n'était pas suffisamment affiné pour pouvoir généraliser les résultats. Donc, du coup, on l'a affiné pour les 2 années suivantes avec 2 années climatiques extrêmement différentes. Une année très chaude. Alors, j'ai plus souvenir exactement des dates, mais qui, entre guillemets, aurait pu se rapprocher de 2022, mais en moins chaud quand même. Et une année, par contre, beaucoup plus humide et pluvieuse. Donc, du coup, on avait beaucoup moins de différentiel sur le résultat aussi. Voilà. Et par contre, ce que je notais dans les présentations qui étaient faites, c'est qu'on retrouve les mêmes tendances. Je n'ai pas les chiffres là sous les yeux, je ne les ai plus forcément exactement en tête, mais par exemple, par rapport au comportement des animaux, nous, on avait des petites balises, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui mesuraient leur activité. Et effectivement, on notait un stress très, très, très important les jours de fort THI, des animaux qui n'avaient pas accès à l'ombrage par rapport aux animaux qui avaient accès à l'ombrage. Sur la consommation d'eau, on avait aussi fait un suivi. Et par contre, en fait, ce qu'on avait noté, c'est que les génisses qui avaient accès à l'ombrage, comme elles pâturaient mieux, elles mangeaient plus, en fait, elles consommaient plus d'eau aussi.
Alors, je ne sais pas si avec les vaches laitières, il y a aussi un parallèle comme ça qui a pu être fait ou pas. Mais nous, c'est ce qu'on avait constaté sur les génisses. Voilà. Donc, au niveau du comportement, vraiment, un comportement de stress pour celles qui n'avaient pas d'ombrage par rapport à celles qui avaient de l'ombrage. Une consommation d'eau supérieure, une consommation d'herbe supérieure, d'où le GMQ aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement aux questions. Ouais, merci. Alors, 2 questions rapidement, et puis on passe à la prochaine présentation. Romaric. Oui, bonjour, Romaric Vincent, donc je suis consultant en agroforesterie, je suis en indépendant, je suis un collègue de Patrick Cochard. Donc ma question, c'est sur le fait, elle vient d'un agriculteur, d'un éleveur qui m'a suggéré que la diminution de production de lait n'est pas forcément que lors des jours de stress thermique, mais qu'elle elle reste après le stress thermique. Donc je ne sais pas s'il y a une réponse là-dessus ou des quantifications qui ont été faites. Est-ce qu'on revient au même niveau de lactation après la période de stress thermique? Oui, ça, on en a discuté avec des vétérinaires. Ils nous disent que des animaux qui ont pris des coups de chaleur, il leur faut entre 3 et 6 jours pour s'en remettre. Donc la perte de production en fait s'étale sur plusieurs jours après les coups de chaud qu'ils peuvent avoir. Si je peux me permettre, pour aller plus loin, Mathilde Arizy de la Chambre d'agriculture Alsace. Nous, on a travaillé avec des Autrichiens et des Allemands, et il a même été scientifiquement montré que la période de naissance d'une vache laitière avait un impact sur son potentiel de production. On a fait des études statistiques sur énormément de données, et en gros, on arrive à montrer statistiquement une différence significative entre les vaches qui sont nées en hiver et les vaches qui sont nées en été, avec des potentiels de production qui sont différents. Donc, la production laitière, elle est influencée par plein de facteurs à plein de niveaux différents par rapport au stress thermique, pas juste à l'instant T. Merci. Philippe Brion. Oui, bonjour, Philippe Brion, donc, de l'Association française d'agroforesterie. Ça rejoint un peu les discussions qu'il y avait là, et je voulais savoir si dans le cadre de l'étude Nord-Pas-de-Calais, il y avait une mesure de productivité sur le système allaitant, parce que j'ai entendu que le comportement des animaux n'était pas significativement impacté, mais voilà, il a été présenté des résultats techniques sur le système laitier, mais est-ce qu'il y a eu la même étude sur le système allaitant? Alors, on a eu des personnes avec des allaitantes, mais on n'a pas été jusqu'à mesurer les pertes qu'il pouvait y avoir en termes de production. Ok, super, merci beaucoup Arnaud. Et puis aux questions, donc on passe à la personne suivante qui j'avais indiqué. C'était Nelson pour l'Ariège. Si cela te va, tu peux présenter ton écran. Oui, alors je partage le bon écran. C'est bon pour vous? Oui, merci. Là. Ok. Donc bonjour tout le monde, Nelson Guichet. Moi je suis conseiller forêt arbre et bois à la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Donc très brièvement, en fait, là je vais vous présenter un des retours qu'on a eu sur un projet qui s'appelle AgroSil, qui a débuté en 2016 et qui s'est arrêté en 2021. Et au cours duquel, en fait, on a eu plusieurs types d'études qui ont été faites sur l'arbre fourrager, les fruits forestiers, donc avec production de glands, etc. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, c'est l'impact des éclaircies en forêt pour du sylvopastoralisme sur la production végétale et avec un petit volet aussi microclimat. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est notamment sur la partie cerclée en rouge, une éclaircie qui a été faite en sylvopastoralisme au GAEC de la Tour. Donc, il faut savoir qu'en fait, on est sur le nord du département, dans une zone qui est très ventée et très chaude, avec une forte influence du vent d'OTAN et de temps en temps des entrées maritimes de la Méditerranée.
Et on est sur un système de brebis viande, de race tarasconnaise, avec 1000 brebis, une partie qui monte en estive et une autre partie du cheptel, environ 300 brebis, qui restent toute l'année sur l'exploitation. Donc l'exploitation a l'avantage d'avoir environ 40 hectares de forêt, mais qui étaient jusqu'alors totalement inutilisés. Et donc on leur a proposé d'entrer dans ce système-là, de tenter les exploitations à but sylvopastoral. Donc on avait un bloc témoin, où là, il n'y a pas eu d'éclaircie du tout d'effectuer, un bloc à 55% d'ouverture du houppier et un bloc à 30%. Sachant qu'on est sur une dynamique de croissance assez rapide, les peuplements en 2020 étaient âgés de 15 à 20 ans, avec des accrus de robiniers et de frênes communs. Donc, on a en sylvopastoralisme deux possibilités d'éclaircies, ou en coupe en layons, donc des éclaircies systématiques, ou en pied par pied. Et donc là, sur cette exploitation-là, on l'a faite en layons. C'est une demande de l'éleveur, notamment pour faciliter la découpe des parcelles, notamment quand il s'agit de mettre de la clôture mobile. Donc ça vous donne un peu une approche de ce qu'il y avait avant l'exploitation. Désolé, la photo est floue, mais ce qu'on aperçoit à peu près au niveau du sol, c'est qu'il n'y a pas énormément d'herbe, mais une très très forte végétation qui était principalement liée à des lianes et à de la repousse de frênes sur les peuplements. La parcelle en elle-même, elle était exposée plein sud, avec une pente supérieure à 15%, une profondeur de sol assez faible et étrangement une réserve utile assez faible aussi. C'est un faible potentiel, mais c'est quand même assez représentatif de l'exploitation en général, qui fait environ 140 hectares. Voilà ce qui a été appliqué. Donc, je vous parlais des exploitations en cloisonnement. Et donc, on le voit en fait comparé à la photo précédente. En hiver, vous avez toutes les lianes qui s'en vont. Et donc, on a la possibilité de faire des éclaircies plus faciles. Et ce qui va nous faciliter la tâche, notamment pour le pâturage qui va être effectué ensuite en forêt. Alors, il faut savoir que dans ces parcelles-là, jusqu'avant l'expérimentation, l'éleveur n'utilisait pas du tout ces peuplements forestiers. On a eu, alors il y a un peu moins de précision, j'aurais pu faire un tableur plus exhaustif. On a utilisé, nous, des sondes de température et d'humidité, et ce qui nous a intéressé, en fait, c'était les températures estivales extrêmes avec des nombres de jours supérieurs à 35 degrés. Et donc, sur une période de 4 mois, juin, juillet, août, septembre, le nombre de jours supérieurs à 35 degrés était supérieur à 25 jours sur ces 4 mois, ce qui est assez conséquent. Et dans cette zone du département, donc je l'ai dit tout à l'heure, soumis au vent d'automne, on a sur 4 mois plus de 80 jours avec des vents assez conséquents. Ce qui donne quand même une exploitation avec une faible potentialité de production, mais en plus avec des extrêmes climatiques qui sont assez conséquents. Et l'objectif pour nous, c'était d'avoir la possibilité de créer des zones de pâturage ombragées en période estivale, mais aussi une ressource sur pied disponible à la fin de l'été, avec l'espoir en fait qu'en ouvrant dans ces peuplements forestiers, on puisse avoir de la ressource fourragère, quelle qu'elle soit, herbacée ou ligneuse. L'autre objectif de l'agriculteur, c'était de structurer la parcelle, à savoir qu'en fait, à chaque fois, les cycles de pâturage étaient faits avec une partie forêt et une partie prairie pour laisser la possibilité au cheptel de pouvoir aller ou en plein soleil sur des jours un peu gris ou se mettre à l'ombre au besoin. L'objectif second, c'était aussi d'utiliser ces parcelles-là en plein hiver, avec notamment l'objectif de protéger le cheptel du vent.
Et donc, dans les mesures qui ont été faites, et ça rejoint les deux présentations qui ont été réalisées là juste avant moi, c'est qu'on a un différentiel de 4 degrés sur les pics de chaleur en pleine journée. Alors 4 degrés, ça n'a pas forcément l'air énorme, mais quand il fait 38 degrés, on voit directement l'impact sur le comportement du cheptel. Au plus fort des températures, il n'y avait pas une seule brebis qui était en plein extérieur, malgré le vent. Donc, elles étaient toutes dans la partie forestière. Si on fait un point sur les autres exploitations qui ont été faites sur les autres sites d'expérimentation, qu'on soit en éclaircie systématique ou en pied par pied, on n'a aucune distinction sur ces différentiels de température. Par contre, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est notamment la pousse de l'herbe. On a un décalage d'environ 25 jours par rapport à la prairie qui juxtapose les parcelles forestières. Donc, en gros, pour vous donner un exemple, on va avoir une pousse de l'herbe qui va commencer au mois d'avril-mai sur la partie prairie, là où sur la partie forêt, on va avoir plutôt le début de la croissance de l'herbe à la fin du mois de mai. Mais par contre, même si en quantité, on va avoir une production qui va être moindre, notamment liée à l'emprise des arbres sur la parcelle, on va avoir une pousse de l'herbe qui va être un peu plus longue dans le temps. Et en fonction des différents pâturages qui vont être appliqués, une repousse de l'herbe qui va commencer à la fin du mois d'août et qui va durer pratiquement jusqu'à fin octobre. Donc ça, c'est vraiment le plus, le bonus que l'éleveur a pu avoir sur cette expérimentation-là. Et donc, le petit calcul qu'on a fait, nous, sur cette partie-là, sur cette zone expérimentale, c'est que s'il mettait sur 10 hectares à 30% d'éclaircie, en sylvopastoralisme, il économise notamment sur la période hivernale une journée d'alimentation en bergerie. Donc, étant donné qu'il a aujourd'hui 70 hectares de forêt, qui sont toutes utilisées en sylvopastoralisme, il se gagne à peu près 7 jours de bergerie pour 1000 brebis. Et enfin, je parlais des 30% d'éclaircie. Alors, ce qui nous a permis de savoir quelle était l'ouverture idéale, c'était notamment la croissance de la végétation herbacée. Au-dessus de 30%, on a une explosion de la fougère ou de la ronce, suivant les différents types de sols et les emplacements qu'on a sur le département. Et en dessous de 20% d'éclaircie dans les houppiers, on n'a aucun impact réel sur la croissance de l'herbe ou sur les températures au sol, au niveau des arbres. Si vous voulez plus d'informations, il y a les fiches techniques qui ont été réalisées à la fin du projet AgroSil qui expliquent un peu tout ça, exploitation par exploitation. Il y en a 3 sur cet expé-là, avec notamment des résultats un peu plus poussés sur les différents types d'herbacées qu'on a retrouvés. Et assez surprenant, au bout de la 3e année, on a des légumineuses qui arrivent. Alors, l'hypothèse, c'est notamment lié aux déjections animales. Et il faut savoir que sur cet expé-là, donc on a eu deux sites d'expé en brebis viande et une en vache allaitante limousine. Merci pour votre attention et s'il y a des questions, je suis tout oui. Merci Nelson. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation vraiment différente en termes de système? Claire? Bonjour Nelson. Donc j'avais une question sur une de tes diapos liée aux observations. Tu as parlé de 4 degrés de différentiel. Je ne sais pas si tu vois quelle diapo il s'agit. De différence, en fait, oui, c'est une erreur de ma part. Peu importe, en fait, je ne sais pas si tu parles d'amplitude ou de différence d'amplitude, de différence de moyenne. Tu parles de quoi quand tu parles de 4 degrés? Alors, tout comme Fabien, c'est au moment du pic de chaleur, il y a 4 degrés de différence entre
une prise de température en plein soleil, plein vent sur une prairie ouverte. Et donc, on a 4 degrés de moins sous couvert forestier à 30% d'éclaircie. D'accord, donc c'est à un moment donné en fait. Oui, c'est vraiment sur le pic de chaleur. Ok. Et alors, je ne l'ai pas mis, mais ça rejoint les autres présentations. Hein. Cette tendance s'inverse, notamment le soir et jusqu'à à peu près 11 h du soir. Et donc, c'est un peu plus faible. On a 1 à 2 degrés de plus sous couvert forestier. D'accord. Sur Témine, d'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui voient, mais j'essaie de compléter la grille en parallèle là, qui est sur le Excel partagé. Mais du coup, on arrive à rentrer dans les cases un peu toutes les informations là, données par les intervenants. Mais si peut-être les intervenants peuvent revenir sur cette grille partagée pour regarder qu'est-ce qui peut être complété, reprendre des rapports de stage pour avoir des rapports d'essai pour prendre plus précisément les résultats, ça serait top. Il y avait Laura qui a une question. Oui, bonjour Nelson. J'avais juste une question. J'ai pas bien relevé. En gros, moins de 20% d'éclaircies, d'éclaircies dans le haut pied, on ne constate pas plus d'herbe. Par contre, à plus de 30%, il y a plus de fougères et de ronces. En fait, d'accord. Il faut se tenir entre 20 et 30% d'éclaircies, c'est le mieux, alors, c'est ça? Attention, d'éclaircies du houppier. Du houppier, ouais. Ouais. Globalement, si on le prend en pied par pied, ça fait à peu près du 20 à 22% d'éclaircies des tiges sur la densité. D'accord. Et ouais, donc oui, après, ça dépend. Ok. Ok. Et vous avez réussi à le basculer en surface terrière ou pas? Pour simplifier en fait la gestion. Non, là pour le coup, en fait, on est resté avec le densiomètre. Hein, c'est l'espèce de fiche eye que Fabien avait sur la première présentation. Et nous, on utilise cet outil-là principalement. Et après, pour la surface terrière, on arrive pratiquement à l'équilibre en fait en descendant, en éclaircissant à ces 30%, ce qui fait que la surface terrière, elle n'est pas à plus de 21. Et ça revient pratiquement à une éclaircie classique en forêt. Ok. Et je vais finir, les layons, ils étaient de quelle largeur? Alors, pour rester dans la légalité auprès de la DDT, pas plus de 4 mètres de large. Okay. Au-delà de 4 mètres, c'est considéré comme du défrichement. Ah, d'accord. Ok. Faut savoir. Ok. Merci. Merci. Donc, on va passer à la présentation suivante. N'hésitez pas à continuer à échanger dans le chat hein, s'il y a d'autres questions. Donc, c'était donc Nicolas Marron qui avait aussi des choses à nous présenter. Ah oui, j'avais Patrick, moi, dans l'ordre, mais tant pis. Ah pardon, c'est moi. Non, ça n'a pas d'importance, n'importe. Ah non, oui, c'est vrai, pardon, c'était Claire. Bah, Claire, si tu veux, honneur aux dames. Celui qui a son diapo c'est quand même Claire qui reprend son étude. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, j'étais censée être en congé maternité la semaine dernière. Mais puisque je vais bien, je reste avec vous. Alors, donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte de l'étude et peut-être déjà me présenter. Alors, Claire Févé, enseignement Claire Lemarié. Je suis située en Sarthe, donc à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. J'ai commencé en fait cette étude avec Philippe Guillet. Donc, on a commencé à récolter des données en 2019 et on a réellement commencé l'étude en 2020, qu'on a nommé Microclimat Arbre et qui est effectuée sur les fonds propres de la Chambre. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous présenter des données assez vieilles d'été 2020 parce que je n'ai pas encore pris le temps d'analyser toutes les données que j'ai depuis de 2020 à 2023. Normalement, il y a plein de données intéressantes donc à suivre. Alors, pour vous donner un peu
une meilleure idée. Donc, on a choisi 2 exploitations en parcours à volaille. Ça nous arrangeait parce qu'on s'est dit que les sondes qu'on allait mettre dans les parcours avaient moins de risques d'être volées. Il y en a une au nord et une au sud de la Sarthe. Et on a uniquement regardé la température et l'humidité. On n'est pas allé regarder la pousse de l'herbe, etc. Parce que de toute façon, au final, on n'était pas en contexte bovin. Mais les résultats température et humidité sont intéressants quand même pour les autres animaux. Alors, on a utilisé des sondes de Voltcraft. Ça signifie qu'en fait, il faut aller récolter les données directement sur place. Il n'y a pas d'abonnement. Et c'était un peu la seule solution que j'ai trouvée pour m'assurer que l'étude puisse durer 3 ans sans avoir de veto de la Chambre d'agriculture à un moment donné. La température peut aller de moins 40 à plus 70 degrés, etc. Voilà. Et on a vraiment récolté les données toute l'année, 24 heures sur 24, avec une donnée par heure. Alors, sur les modalités, je vais y arriver. Hop. Voilà. Sur les modalités, donc on a sur les 2 fermes des endroits qu'on a appelés témoins. En fait, c'est le plein soleil. Ensuite, on a des micro-bosquets. On a mis les sondes à l'intérieur du micro-bosquet. Des haies d'une dizaine d'années, à peu près. C'était à peu près la même chose sur les 2 exploitations. On a mis la sonde au nord de la haie. Et on a choisi des arbres isolés, chênes, merisiers, pommiers, où on a mis la sonde aussi au nord de la haie, sachant que, je vais y arriver, hop, la sonde était orientée vers, c'est pas logique ce que j'ai noté, oui, la sonde était orientée vers le sud, c'est-à-dire que la clé USB était au nord et la prise de mesure est vers le sud. Donc elle est normalement dans l'ombrage de l'arbre. Alors, hop, en termes de premiers résultats pour 2020. Un résultat tout simple, hein, mais il y a bien des différences de température et d'humidité entre les années. Donc 2020-2021 par exemple. 2021 était plus pluvieux, hein, donc c'est pas trop étonnant. Et entre les sites, voilà. Donc là, vous avez plein d'informations, mais en gros, on voulait montrer qu'il y avait bien des différentiels entre années et entre sites. Ensuite, on a regardé en fait tout ce qui était amplitude de température et d'humidité, parce qu'on s'est dit que le stress des animaux était notamment lié à ces amplitudes-là. Donc là, on parle de moyenne d'amplitude. Alors, on voit que, hop, il y a bien des différences entre le plein soleil et les modalités agroforestières. Donc, ça se voit assez bien. On peut le voir sur les box plots avec le plein soleil qui est en haut à gauche, le bosquet en bas à droite. Et puis, alors, il y a des différences forcément aussi d'houppier, de feuillage, notamment entre les arbres isolés. On n'a pas le pommier ici parce qu'on est resté sur une des exploitations pour faire ces résultats-là. Et on voit aussi avec les courbes rouges et bleues. Donc le rouge, c'est le plein soleil et le bleu, c'est le bosquet. Alors, hop, ensuite, là, c'était pour vous donner un peu plus des chiffres. Donc là, on est encore sur des moyennes d'amplitude. Donc, on a pu montrer que dans l'été 2020, il y avait bien des différences de moyenne d'amplitude assez importantes entre le plein soleil et les modalités agroforestières. Donc, ça peut aller de 5 à 8 degrés pour une exploitation, de 3 à 8 degrés pour une autre. Et puis, pareil pour l'humidité relative. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, les systèmes arborés vont faire tampon, un effet tampon. Là, c'était pour vous redonner des chiffres plus de maximum. Donc, comme Nelson l'a expliqué, par exemple, à 16 heures sur cette journée en l'été 2020, il y avait 9 degrés de différence entre le plein soleil et le micro-bosquet à 16 heures. Donc, 9 degrés, ça commence à être assez important. Et pour l'humidité relative, il y avait 17% de plus d'humidité relative dans le micro-bosquet.
Et bien sûr, en tout cas, on peut l'observer le matin. Donc, le matin, c'est l'inverse. Donc, il fait plus chaud en plein soleil et non, il fait plus chaud dans les bosquets et moins chaud en plein soleil. Et l'humidité relative, c'est la même chose. Donc voilà. Ensuite, à suivre cette étude, je trouve qu'il y a pas mal de biais quand même liés notamment aux protections des sondes. On avait mis des petites cabanes pour protéger, sachant que la sonde était bien à l'extérieur, mais ça protégeait la partie USB. On peut quand même se poser la question si ça n'a pas un petit peu biaisé. Il y a pas mal de questions qu'on s'est posées aussi sur l'effet de l'essence. Et j'ai même observé qu'il y a un chêne qui gardait toutes ses feuilles tout l'hiver. Donc forcément, sur les données qui vont être analysées en hiver, il y aura forcément un impact. On n'a pas mesuré l'effet du vent, on n'a pas regardé l'architecture de l'arbre, la taille, etc. Et on n'est pas allé voir le comportement des animaux. Mais il y a sûrement moyen quand même de calculer un THI, c'est ça. Je ne le connaissais pas en fait avant, au tout début de l'étude, donc je ne l'ai pas calculé. Voilà, c'est fini pour ma présentation et j'espère que dans quelques mois, j'arriverai à vous donner plus d'informations suite à l'analyse des résultats. Ouais, puis suite à ton accouchement et C'est ça, la maternité, c'est ça. ouais, ça marche, super. Bah, merci pour ces résultats et puis pour, tous ces détails, sur aussi la prise de mesure et les outils, utilisés. Est-ce qu'il y a des questions pour Claire? Peut-être une question parce que tu es la première à nous parler d'amplitude thermique. Donc, Ouais. c'est bien la différence entre Tmax et Tmin par jour. Oui, Et donc, en effet, si, c'est une grosse amplitude thermique, on peut se dire qu'un animal a du mal à s'habituer ou à encaisser cette montée, de température importante. Nous on parle aussi de charge thermique en bovin. J'ai des collègues qui travaillent sur, le fait de OK. cumuler plusieurs journées chaudes. Et en fait, au bout de Mmh. plusieurs journées chaudes, comme il n'y a pas de possibilité de récupérer, à un moment donné, voilà, on rentre en stress thermique, vraiment marqué, pour aller au-delà du THI. Mais, donc sur l'amplitude thermique, vous avez observé des choses sur les volailles comme, simplement en observant comme ça, même s'il n'y a En pas eu de mesure, observant, comportementale? j'ai discuté avec les agriculteurs et bon, vous avez parlé de mortalité pour les bovins, mais alors volailles, c'est aussi plus marqué. Donc il y a eu en 2020, l'été 2020, il y a eu, de la mortalité chez les volailles. Hem, Après je suis pas allée, regarder en fait, le comportement des volailles, toute une journée. Donc c'est plus, les agriculteurs qui m'ont informé que, malgré tout, les volailles sur leur exploitation avaient eu du mal à sortir en fait des bâtiments, par exemple à 16h, 17h pour aller se réfugier dans les bosquets et maintenant que je connais aussi un peu plus sur ces agriculteurs-là, les bosquets, les micro-bosquets donc et les peines de sortie étaient trop loin en fait des trappes. Donc maintenant le fils qui reprend là les parcours à volaille est en train de replanter plus proche. Donc plutôt de mémoire, il m'a dit, il va essayer de planter à 5-8 mètres des trappes alors que, jusqu'à présent elles étaient à 10-15 mètres. Donc c'est aussi très important parce que s'il fait hyper chaud, pour aller s'abriter, dans des zones plus arborées, les volailles, elles vont pas forcément sortir. Oui, OK, super. OK, bah, merci. Donc, j'ai complété un peu aussi dans la grille là en ligne, si tu peux, Oui, y je vais le jeter faire. un œil, ça serait top sur les notions de température, tout ça. J'ai pas pu prendre, toutes les infos que Je tu vais transmettais. je vais faire ça. Très bien. Est-ce que donc Nicolas peut prendre la suite? Si Oui. ça te va? Merci. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Ouais. OK. Donc, moi, je suis, Nicolas Marron. Je suis chargé de recherche, à l'INRA, maintenant l'INRAE, à Nancy.
Et je vais vous présenter quelques résultats qui sont issus d'un projet qui s'appelle Fromage pour figurer la ressource en eau et le microclimat des parcelles agroforestières du Grand Est. Donc, c'est très spécifique au Grand Est. C'est des données que j'ai déjà présentées à la journée Croisons les regards du RMT en novembre dernier, si certains y étaient. Donc, désolé, en fait, il s'est pas passé grand-chose depuis sur les parcelles, et en plus, j'ai pas eu le temps de regarder plus les données. Mais c'est un projet qui court encore jusqu'à fin 2025, normalement, donc c'est vraiment en cours et en cours d'analyse. Alors, on se base, nous, sur 5 parcelles plus une, parce que le réseau a été enrichi récemment par une parcelle dans le cadre d'un partenariat avec Nestlé Waters AgriVert. Donc, on a 6 parcelles sur la région Grand Est qui ont été choisies, d'une part, en fait, pour être représentatives des parcelles agroforestières du Grand Est, en quelque sorte, et pour être comparables entre elles, en fait. Donc, on a à chaque fois des densités de plantation qui sont autour de 40 arbres par hectare. On a moitié d'exploitation en bio, moitié d'exploitation en conventionnel, moitié de prairies, moitié de grandes cultures. Donc, c'est pas que prairies dans mon cas. Voilà, et c'est des parcelles qui sont relativement jeunes, en fait, et c'est cohérent, en fait, avec les résultats que vous avez présentés avant. Les amplitudes de variation de température qu'on a sont plus faibles que celles que vous montrez ailleurs. La parcelle la plus ancienne, elle date de 2012, en fait, c'est celle de Quincé dans l'Aube que connaît bien Patrick. Donc, à chacune de ces parcelles, on a installé tout simplement, enfin, comme vous, je suppose, des stations météo au pied de l'arbre et en plein milieu du champ qui est notre témoin sans arbre. Et puis, en plus de ça, on a des sondes dans le sol pour suivre l'humidité du sol, mais je ne vais pas en parler, hein, c'est vraiment un autre aspect du projet. Voilà, donc ça, c'est un diaporama très rapide de l'installation sur ces différentes parcelles. Vous voyez que les arbres sont jeunes, et vous voyez aussi que ce n'est pas toujours des prairies, mais ça l'est dans certains cas. Voilà. Donc, ce qu'on observe, alors là, c'est pour le site de Quincé, dont je vous parlais, qui est le plus ancien et qui est le plus intéressant, même si la difficulté que ça pose, c'est qu'il est très loin de Nancy. Donc là, je vous présente, c'est des résultats récents parce que c'est en 2023, l'évolution en fonction du temps, de la différence de température entre le pied de l'arbre et le champ, donc en bleu, en parallèle avec, pour info, la température de l'air en orange. Donc, plus les valeurs sont positives, plus l'arbre a un effet tampon sur la température par rapport au plein champ. Donc, on observe plusieurs périodes pendant l'année. Déjà, jusqu'au mois de mai, on observe que les abords de l'arbre sont plus chauds que le plein champ. C'est une moyenne et elle est relativement faible, hein. Quand on regarde en moyenne, c'est juste 0,1 degré. Par contre, au printemps, lorsque l'arbre devient actif dans sa croissance, l'effet est plus marqué mais relativement erratique. Et là, ça peut varier jusqu'à plus de 3 degrés entre le plein champ et l'arbre, mais en positif comme en négatif. Et puis après, lorsque l'arbre continue sa croissance, l'effet s'estompe pendant la saison de végétation, lorsque la croissance de l'arbre ralentit. Donc moi, je ne l'ai pas précisé, mais je suis un écophysiologiste de l'arbre, en fait, le milieu agricole. Je découvre, en fait, dans le cadre de ces projets sur l'agroforesterie, mais c'est vraiment l'arbre, mon fonds de commerce. Après, on a regardé, pareil, ce qui se passait en termes d'humidité de l'air. Donc c'est la même chose en 2023, en termes de différence d'humidité entre le pied de l'arbre et le champ, 1%, et toujours en parallèle pour information avec les températures de l'air en jaune. Et ce qu'on observe, c'est que toute l'année, l'air est plus humide près de l'arbre qu'en plein champ, avec une moyenne qui n'est pas très forte. Enfin, c'est 4% en moyenne, mais ça peut être beaucoup plus que ça, hein. Ça monte, vous le voyez, jusqu'à à peu près 12% dans certains cas. Et toujours pareil, il y a une période très particulière au printemps, lors du réchauffement printanier et de la reprise de croissance, de végétation de l'arbre, où l'air est plus sec près de l'arbre qu'en plein champ. Donc on a essayé de creuser un peu ça en regardant ce qui se passe en termes de VPD. Donc le VPD, c'est le déficit de saturation de l'air. Donc plus il est important, plus la demande évaporative de l'air est forte. Donc c'est toujours l'évolution, en fait, de la différence, cette fois-ci, de VPD entre le pied de l'arbre et le champ en 2023, en bleu, en parallèle avec la température de l'air, toujours en orange. Et ce qu'on observe, c'est que ce déficit de pression de la vapeur de l'air est toujours plus faible près de l'arbre. C'est-à-dire que la demande évaporatrice est plus faible près de l'arbre toute l'année que dans le champ. C'est-à-dire que c'est intéressant pour la culture, en fait, en termes d'évaporation et de besoin en eau. Et puis cet effet est toujours exacerbé au printemps, qui est une période
vraiment particulière, ce qui paraît logique, c'est là que l'arbre commence à refaire des feuilles et donc a un impact le plus marqué sur le microclimat, quoi. Donc si on se focalise sur cette période-là, j'ai essayé de tracer en parallèle la relation entre la température de l'air, donc en abscisse sur mes graphiques, et la différence de température ou la différence d'humidité. Donc sur le graphique de gauche, c'est la différence de température, sur le graphique de droite, c'est la différence d'humidité de l'air. Et ce que vous pouvez voir, en fait, c'est qu'il y a une relation très forte, mais inversée, entre la température de l'air et la différence de température pied de l'arbre champ, et la température de l'air et la différence d'humidité pied de l'arbre et champ. Ce qui veut dire qu'au printemps, je vous rappelle qu'on est au printemps, plus il fait chaud, plus l'arbre va réduire la température et augmenter l'humidité de l'air par rapport au plein champ. Après, nous, on a aussi regardé, comme la présentation de Claire juste avant, la différence d'amplitude de température. Donc, c'est l'amplitude diurne. Donc, on prend en compte uniquement la période où il y a de la lumière du soleil. Donc là, c'est toujours le même principe en 2023. C'est toujours pour le même site. La différence d'amplitude entre le pied de l'arbre et le champ en bleu, en parallèle avec, pour information, la température de l'air en orange. Donc, vous voyez que les températures montaient au plus fort de l'été jusqu'à 32 degrés, donc c'est peut-être beaucoup moins quand même que ce que vous avez pu avoir sur vos sites. Et ce qui est vraiment frappant sur ce graphique-là, c'est qu'on a toujours une période très particulière au printemps. On a cette espèce de pic où transitoirement, en fait, lors du réchauffement printanier et de la reprise de végétation, la température journalière va varier beaucoup moins près de l'arbre qu'en plein champ. Je rappelle qu'il s'agit de l'amplitude diurne de température entre le pied de l'arbre et le champ. Et cet effet s'estompe lorsque la température de l'air reste forte pendant l'été. Voilà. Et la même chose pour l'amplitude d'humidité de l'air, cette fois-ci, toujours l'amplitude diurne d'humidité de l'air, toujours en parallèle avec la température de l'air en orange. Et on a de la même façon, c'est un peu moins marqué pour la température, mais cette espèce de pic au printemps qui veut dire qu'on a beaucoup moins d'amplitude de variation journalière de l'humidité de l'air près de l'arbre au printemps, au mois de juin en l'occurrence. Mais cet effet tampon de l'arbre, il resterait toute l'année avec une moyenne, un air plus humide près de l'arbre, en moyenne de 5% par rapport au plein champ. Et juste pour finir, donc pour focaliser un petit peu sur cette période de juin, j'ai représenté en parallèle 3 jours là où la différence d'amplitude était la plus forte entre le pied de l'arbre et le champ. Donc en bleu, c'est le champ, et en orange, le pied de l'arbre. Et puis fin juin, quand on n'a plus de différence en fait d'amplitude entre le pied de l'arbre et le champ, toujours en bleu le champ, et en orange le pied de l'arbre cette fois-ci. Et ce qu'on observe, donc je rappelle que c'est uniquement les différences d'amplitude diurne que je présentais sur les graphiques précédents. Au plus chaud de la journée, la température peut être de 2 degrés plus faible près de l'arbre que dans le champ. Donc, moi, ça me paraissait vraiment énorme en fait pour nos systèmes de culture, mais d'après ce que vous avez montré, ça peut être beaucoup plus important que ça à vos sites. Et cette différence de température, cet effet n'est plus observé lorsque la canicule perdure, lorsque l'arbre va ralentir sa croissance. Voilà, et je vais en rester là parce que la suite, c'est sur l'eau du sol. Ok, super, merci. C'est très intéressant, très riche et complémentaire. Ça fait beaucoup de questions. Enfin, en termes d'analyse, il y a plein mal de choses. Moi, juste une question avant que j'ouvre la parole aux autres membres. C'était là des résultats sur le site de Quincé. Est-ce que les résultats sont homogènes sur tous les autres sites? Parce qu'il y en a quand même 6. Est-ce que vous avez fait des moyennes d'amplitude et des moyennes de température gagnées ou évitées? En fait, c'est beaucoup plus marqué sur le site de Quincé, c'est pour ça que je l'ai présenté. C'est aussi parce que les arbres sont beaucoup plus beaux et volumineux à ce site-là qu'on a plus d'effets. Il n'y a pas de secret, c'est logique, c'est proportionnel à la taille des arbres. En fait, on ne va pas faire de moyenne, on va plutôt essayer de chercher quels sont les facteurs qui jouent le plus sur ces variations de température. Parce qu'à chaque site, ce sont des espèces d'arbres différentes, beaucoup de merisiers, mais ça peut aussi être des noyers, des frênes ou d'autres espèces. Donc ça doit jouer. Et je le redis, en fait, les arbres sont élagués sur la plupart des sites. Je pense que sur les vôtres, c'est la même chose. Et ça joue bien sûr négativement sur l'impact qu'ils ont sur
sur le microclimat. Voilà, mais enfin, c'est vraiment encore complètement en cours d'analyse. En fait, on espère avoir encore 2024 complet pour voir si on retrouve la même chose qu'en 2023 et voir si les arbres qui auront gagné un peu en vigueur sur les autres sites ont un effet un peu plus marqué. Mais enfin, pour répondre à la question, on retrouve la même chose sur les différents sites. J'avais une autre diapo, mais je ne l'ai pas présentée, mais de moindre amplitude, quoi. Enfin, ce qui est totalement proportionnel à la taille des arbres, quoi. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais en poser une, hein, donc Romaric Vincent. Est-ce que le stade physiologique des cultures est suivi entre l'intérieur de la parcelle et sous les arbres? Pas par mois, en fait. Enfin, comme je vous le disais, moi, je suis vraiment sur l'arbre. En fait, on est une unité de recherche vraiment forestière. Peut-être que les agriculteurs ont ces informations-là. Peut-être que Patrick, tu les as, étant donné que c'est un site que tu suis pas mal. Et on a des collègues, en fait. C'est un projet en collaboration avec une équipe de l'ENSAIA. Mais moi, j'ai pas ces informations-là, en tout cas. Je sais pas, Patrick, si tu as des infos sur ce genre de choses. Alors, déjà étant plus conseiller sur le secteur, je n'ai plus l'occasion de mettre une parcelle témoin sur la parcelle qui m'obligerait à y passer toutes les semaines. Donc, j'ai plus trop de suivi dessus sur les stades. Après, l'agriculteur en lui-même, on peut avoir un suivi indirect par sa fiche de parcelle, mais ça reste qu'un suivi très indirect. Il n'y a pas de suivi spécifique sur les stades. Autrement, sur le microclimat mesuré, est-ce que j'ai pas l'impression que ça a été mis dans le diapo, mais j'ai peut-être raté l'info. Combien de degrés en moins on observe entre sur la parcelle de Quincé sous l'arbre et la zone témoin au plus fort de l'été sur une journée très chaude? Là, en 2023, fin août, où on a eu ou en juin, on a eu des grosses journées de température. Est-ce que ça, c'est un chiffre que vous communiquez ou qui existe? Les pics qu'on a, en fait, sur les figures que j'ai représentées de différence entre l'arbre et le champ, ça montait jusqu'à plus de 3 degrés. C'est ce que je disais, en fait, ce qui me paraissait déjà énorme à notre échelle, mais qui paraît faible par rapport à ce que vous pouvez avoir pour des systèmes peut-être plus anciens et plus denses, peut-être, parce que effectivement 40 arbres par hectare, c'est quand même pas énorme par rapport aux 150 de tout à l'heure. Il y a quand même des arbres qui sont, c'est des petits jeunes par rapport à tout ce qu'il y a eu comme études présentées. Hein. À Quincé, en 2012, même s'ils se sont bien développés, ils montent à 6-7 mètres de haut. C'est pas des choses monumentales, ils ont une dizaine d'années. Mais c'est représentatif de l'agroforesterie dans le Grand Est, en fait. C'est une région qui est un peu en retard par rapport à d'autres. Hein. Il n'y a pas de parcelle plus ancienne que celle-là, à ma connaissance. Ok. Donc 3 degrés de différence sur Tmax sur une journée très chaude. Voilà, pour ce site-là. Ouais. Ok. Et toujours ces observations Tmine un peu plus réchauffées auprès de l'arbre qu'en zone témoin. Je n'ai pas présenté, mais en fait, ce qu'on observe la nuit, c'est effectivement que c'est un peu plus tamponné près de l'arbre que dans le champ, effectivement. Ok. C'est pas des choses hyper originales, mais bon, encore faut-il le montrer toujours pour les contextes sur lesquels on bosse. C'est ce que vous disiez, effectivement, les agriculteurs sont demandeurs de références pour leur contexte propre. C'est ça, ouais. Ouais, ils sont comme Saint Thomas, ils croient ce qu'ils voient, donc c'est important d'avoir des chiffres locaux, et c'est un peu le but de cette matinée, pour mettre en commun des choses et ensuite proposer des références locales cartographiées, on en parlera. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la dernière présentation. Oui, il n'y a pas de souci. Mathilde. Alors du coup, moi, j'ai pas fait de diapo, vous m'excuserez, mais en fait, je vais partir directement des fiches techniques qui synthétisent nos travaux. Je ne sais pas si vous voyez bien mon PDF là, du coup. Ouais,
On voit bien la. Ouais. Ouais, ok. Alors, du coup, Mathilde Larézy de la Chambre d'agriculture Alsace. Moi, je travaille au service élevage et je pilote l'équipe agroforesterie dont fait partie Cécile, qui est avec nous ce matin, Cécile Michel. Moi, je fais pas du tout de conseil technique. C'est surtout Cécile qui accompagne les agriculteurs en élevage pour des projets d'agroforesterie. Par contre, moi, j'ai piloté le projet Climaco, qui était un projet Interreg, donc un projet avec des financements européens avec les Allemands, les Luxembourgeois et les Suisses. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'est rendu compte que la France, enfin, en tout cas, l'Alsace était beaucoup plus en avance que l'Allemagne et la Suisse sur le volet agroforesterie, ou en tout cas prise en compte de l'arbre dans les systèmes agricoles. Et on a voulu faire une toute petite étude vraiment très simple pour mesurer les données microclimatiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des sondes dans 4 parcelles. Donc, ça, c'était en 2021. Et on l'a refait à l'été 2022. Dans 4 parcelles, alors un peu pareil que ce qui a déjà été dit, hein, une sonde en plein soleil à 1 mètre du sol et une sonde à l'ombre de la haie ou des arbres. Donc là-dedans, on avait deux parcours bovins et 2 parcours volailles. L'idée, c'était vraiment de voir un impact simple de l'ombrage. Du coup, à chaque fois, en fait, là, je vais vous présenter rapidement quelques relevés. Donc, c'était la journée la plus chaude que j'ai à chaque fois représentée sur le graphique, sur 24 heures. Et à gauche, par contre, vous avez sur les 28 jours de l'étude, donc avec le maximum et le maximum en plein champ, les minimums plein champ et la haie. Donc, pour reprendre ce qui a été dit, en effet, le T-min, il est un peu plus haut proximité de la haie qu'en plein champ, avec des différences significatives. Ici, la différence moyenne, alors pour faire une différence moyenne, j'ai pris aux heures chaudes, donc entre 10h et 16h. J'avais une différence moyenne de 7,4 degrés. Donc, ça ne prend pas en compte la nuit, on est bien d'accord, hein, ça prend en compte le jour. Et avec une différence max qui va jusqu'à 16,5 degrés sur cette parcelle. Donc, encore une fois, hein, rien de foufou scientifiquement parlant, mais de présenter ça à des agriculteurs sur leur parcelle, ça a été... moi, je m'attendais à ce qu'ils nous disent « Oui, bah, vous êtes bien gentils, on n'avait pas besoin des gens de la chambre pour savoir qu'à l'ombre, il fait meilleur. » Mais au final, ça a été hyper percutant et ça leur a vachement plu et fait réfléchir. Sur d'autres parcelles, sur une autre parcelle, on retrouve un peu les mêmes choses où on voit bien qu'en orange, en plein champ, on est en dessous la nuit et bien au-dessus le jour, pardon. Les petites barres, là, c'est l'humidité sur les graphiques, pardon, je l'ai pas dit, je l'ai pas explicité en chiffres sur les chiffres à gauche, mais vous l'avez sur le graphique. Le parcours volaille, les pâtures à Valbourg. Voilà, la plus grande différence qu'on a enregistrée, c'est ici, c'est à Valbourg avec une différence max de 17 degrés entre l'ombre et le plein soleil. Ce qui est assez intéressant et on les a fait un peu bosser là-dessus, c'est en fait le temps d'ombrage et la position de la haie. Donc, en fait, on voit bien que réfléchir à l'orientation de la haie est intéressant par rapport aux pratiques de pâturage parce qu'on va avoir plus ou moins d'ombre tard le matin ou tôt le matin, suivant l'orientation de la haie. Et du coup, ça, c'est intéressant sur les pratiques de pâturage parce que, par exemple, il y a des troupeaux laitiers qui vont sortir uniquement le matin ou en fin de journée. En parcours volaille, ça va être surtout au pic de chaleur que les volailles vont être dehors. Enfin, mettre en évidence ça et faire réfléchir un petit peu les éleveurs sur les temps d'ombrage et les périodes d'ombrage, ça a été assez intéressant. Donc là, je vous mets juste 2 graphiques en comparaison sur le temps d'ombrage. J'ai pas plus de détails à apporter là-dessus. Par contre, ce qu'on a fait et ce que d'autres ont fait, c'est des calculs d'occurrence en fait de stress thermique. Donc ça, c'est sur des parcelles de vaches laitières. Donc on a plusieurs stades, là vous voyez un peu mieux, on a plusieurs stades de stress thermique, donc plusieurs niveaux, stress thermique faible, stress thermique modéré, stress thermique fort. Et en fait, moi sur mes parcelles bovins, j'ai calculé le nombre de créneaux de 30 minutes où j'étais soit en
stress thermique faible, modéré, fort ou même en danger. Donc en fait, sur toute la durée de mon étude en 2022, donc je ne sais plus combien de jours j'avais, j'ai calculé à chaque fois pour chaque catégorie le nombre de créneaux de 30 minutes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que en plein champ, on a 67% de créneaux où il n'y a pas de stress thermique contre seulement 48% en plein champ. Et au contraire, on a seulement 1% de créneaux en stress thermique fort au niveau de la haie contre 17% en plein champ. Donc, c'était aussi une façon autre de présenter des résultats pour faire un peu réfléchir les éleveurs en comparant en fait directement l'impact de l'arbre sur des symptômes clairs d'une vache laitière. Voilà. Je ne sais pas si vous m'arrêtez si c'est pas du tout clair ce que je vous raconte. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est toujours dans le cadre de Climaco, mais alors dans un autre groupe de travail qui travaillait plus sur les bâtiments. Bon, je ne vais pas détailler sur les bâtiments parce qu'on s'éloigne de l'agroforesterie. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à monter un modèle statistique qui met en relation les composants de la production laitière avec le niveau de stress thermique. C'est-à-dire qu'en fait, sur plusieurs élevages avec des gros troupeaux, on a fait des analyses de lait très détaillées et avec un énorme des milliers de données, on arrivait en fait à passer avec un modèle statistique du THI à une prédiction de la composition du lait et inversement. Et du coup, ça nous a permis de faire des projections de scénarios. On en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je vous présente ça. Donc, par exemple, on a estimé que notre modèle statistique, que si on passe de notre situation de départ moyenne en Alsace, donc 25 degrés avec 40% d'humidité, à un THI de 71, si on fait une prédiction sur un modèle où on rajoute 4 degrés, donc 29 degrés, 40% d'humidité, on est à un THI de 76. Avec notre modèle statistique qu'on a construit sur nos troupeaux alsaciens, on perd en moyenne 1,4 kg de lait par vache et par jour, avec une dégradation des composants du lait, notamment des taux. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail, mais on a été regarder plus en détail l'impact du stress thermique sur tout un tas de composants du lait qui peuvent être mis en relation avec des états de santé aussi de l'animal. Mais en gros, notre travail là, plus notre travail là, ça a bien fait réfléchir les éleveurs et Cécile peut en témoigner. On a quand même qualitativement des éleveurs qui remarquent lorsqu'ils changent les troupeaux de vaches laitières de parcelles, quand elles passent sur une parcelle qui est plus à l'ombre, ils témoignent en tout cas tout de suite d'une remontée un peu de la production de lait et des taux. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo témoignage d'une éleveuse, d'un élevage où il y a des jersiaises qui pâturent toute l'année, il me semble, Cécile, si je ne me trompe pas. La vidéo, elle est disponible sur YouTube, je vais vous mettre le lien dans le chat. Et en gros, que les éleveurs remarquent qu'il y a significativement des grosses différences sur la production en fonction de la pâture dans laquelle sont les vaches laitières. Voilà, désolée, j'ai fait super vite et super court. Faut pas hésiter à me reposer. La plaquette que tu présentes là, elle est disponible en ligne? Ouais, alors je vais vous mettre le lien en fait du projet où il y a tous les résultats du projet, dont les 3 fiches que je vous ai montrées. Ok. Et du coup, si vous allez sur le lien aussi, vous retrouvez la vidéo. Il faut juste descendre sur la page. Et vous retrouvez la vidéo tout en bas de la page. Elle s'appelle Agroforesterie, élevage, gestion du stress thermique. Ok, merci. Et tout ça, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais tout ça est disponible en français, en allemand et en anglais pour la diffusion. Voilà. Ok, on prend quelques questions et puis on fait une courte pause ensuite avant de... Je complète juste le réseau des chambres d'agriculture du Grand Est. Donc là, j'ai parlé pour l'Alsace, mais tout le Grand Est est en train de refaire avec les mêmes thermomètres le même protocole. On a eu des gros soucis avec nos sondes l'été dernier parce qu'il a pas mal plu. Et du coup, on a, je pense, bien 75% de nos sondes qui ont pris l'eau, alors qu'elles sont censées être
waterproof. Du coup, on n'a pas trop encore exploité les résultats de l'été dernier, mais on va remettre en place le même protocole cet été. Et l'idée, c'est de mettre ça en corrélation avec des suivis pousses de l'herbe dans les prairies. Voilà. Ok, Alors, super c'est intéressant. un teasing sur ce qui va venir, mais c'est en cours dans le Grand Est en tout cas. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, pas spontanément. Moi, juste, j'avais ce chiffre en tête là des 15 degrés en moins observés sur une parcelle au niveau de la température max, la Tmax de la journée. Ça paraît dingue comparé à ce que nous ont présenté les autres intervenants. On était sur du -9 au max, si je me souviens bien. Arnaud qui présentait ça, c'était en 2022 peut-être sur une journée encore plus très très chaude. Après, l'Alsace, on est très continental comme Ouais. climat. Peut-être plus que d'autres départements. Et les pics de chaleur en plein soleil en Alsace enfin, le soleil tape très fort, quoi. Ça vient peut-être de là et on en avait rapidement discuté avec nos collègues des Hauts-de-France et en effet peut-être qu'il y a une nuance à prendre sur le climat qui est quand même vraiment très 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 continental en Alsace et Parce que si on est à peut-être 40 degrés sur le témoin, on serait à 25 sous la prairie, quoi. ouais, après on est conscient que le biais de notre étude, c'est qu'on parle du THI et pas du HLI, donc on ne prend pas en compte le rayonnement ni la circulation de l'air. Et du coup, c'est vrai que Oui, en plus, ouais. faudrait peut-être quand même prendre en compte ces deux paramètres-là quand on parle de bien-être animal, quoi, parce que c'est plutôt ça c'est ça qui est le plus juste. Après, en effet, les 15 degrés, moi, j'y croyais pas, mais on les a pas observés qu'une seule journée. On les a vus à plusieurs endroits. On a fait des tests des thermomètres et les sondes marchent bien. Donc, en effet, ça paraît fou, mais en tout cas, ça a été mesuré. Juste pour préciser, c'était la partie qui était ombragée à cet endroit-là, c'était de l'arbre isolé ou du type un peu bosquet fermé? C'était de la haie plutôt. C'est de la haie, d'accord. Et de la belle haie. C'était de la haie. Alors en parcours volaille, c'était des bosquets et en pâturage bovin, c'était de la belle haie bien développée, quoi. Il me semble, Claire pourra repréciser, que Philippe Guillet, juste avant qu'il parte, il avait fait un test comme ça de mesure sur un parcours volaille au moment où il avait vraiment fait très chaud. Oui. Et il avait des différences qui étaient aussi très importantes, de l'ordre d'une bonne dizaine de degrés, mais peut-être avec du thermomètre. Oui, après, on a eu pas mal de soucis. C'était des thermomètres de style classe, quoi, comme ça. Ouais, voilà. Et en fait, ils ont carrément, il y en a pas mal qui ont, ça a dépassé les 50 degrés et ça les a cassés. Hein. Donc, faut faire attention à ça. Et nous, on avait commencé à tester le rayonnement, mais en fait, les sondes prennent trop la pluie et elles se sont cassées. Donc, pas toujours simple d'avoir tous les résultats qu'on veut. Ouais, on fera faire un point sur ça, mais en effet, il y a peut-être des choses à tirer de toutes ces expériences. Mais en effet, un thermomètre en plein soleil en Alsace, il peut monter au-delà à 45 degrés. Ça tape très très fort. Donc même si le soleil il fait 30 degrés, la différence de 15 degrés avec un 45 en plein soleil, moi, elle ne me choque pas trop. Cécile, je ne sais pas si si je me trompe complètement, mais on a vraiment une région où ça monte très 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 fort en été en plein soleil, quoi. Oui. Je confirme. Arnaud voulait juste peut-être prendre la parole sur cet aspect-là. Bah oui, et puis je pense que dans ce qui a été présenté ce matin, on a une partie de résultats qui sont pris avec des capteurs et d'autres avec des stations météo. Je pense que c'est pas comparable parce qu'on n'est pas dans les mêmes circonstances de prise de mesure. Oui, aussi. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le relatif du coup oui. entre les deux mesures. Mais l'effet rayonnement sur le capteur peut jouer beaucoup peut-être aussi. Ouais, je pense. On en parlera au retour de la pause. Oui, David, avant le café.
Une question toute simple, David Duchesne, INRAE. Je voulais juste savoir si sur certains sites, on avait mis des sondes de température du sol. Je sais qu'on parle du bien-être animal, mais est-ce qu'on ne pourrait pas regarder la relation entre l'air et le sol, qui tamponne un peu plus? Nous, on va le faire sur une parcelle expérimentale en grande culture, là, mais elle vient seulement d'être... Enfin, les arbres viennent d'être plantés, donc c'est pas demain qu'on aura des trucs incroyables. Mais... Nicolas, peut-être du côté de fromage, il y a eu des suivis comme ça poussés sur le sol? Pas sur la température, sur l'humidité du sol, ouais, on a des mesures. Ouais, enfin, il y a plein de choses. Enfin, je pourrais en parler longuement. C'était pas trop l'objet aujourd'hui, mais Ouais. effectivement, l'arbre retient mieux l'eau, etc. Il y a un partage de la ressource avec la culture, ça marche assez bien. Ouais. Mais pas du côté des températures, on n'a Mais pas ça. on n'a pas regardé les températures, non. Ok. Donc Patrick se proposait de faire une petite présentation courte là sur l'aspect matériel et saisie des données. Il y avait c'est une synthèse qui émane du groupe Grande Culture du RMT Ouais. Agroforesterie, c'est ça? Donc super, on fait un pont avec les deux groupes. Merci à Patrick du coup pour cette proposition. Donc voilà. Est-ce Puis que vous voyez quelque chose? ouais, on voit bien. Hop. Bon, alors juste pour vous dire, je vous enverrai le lien, mais tous les documents, ils sont déjà dispo. J'avais fait une zone où je les avais mis. Bon, de la discussion que j'ai eue, moi, quand on avait fait le point RMT, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà le problème de quels objectifs on avait, quels outils on mettait en place, parce que c'était assez dans tous les sens. Des fois, les sondes, elles étaient justement, Claire l'a évoqué, pas abritées. Certains ont découvert que les sondes humidité pouvaient prendre totalement l'eau et on se retrouvait avec des sondes qui ne marchaient plus. Donc, au moins une conclusion qu'il y a dans le compte-rendu qu'on avait fait, c'est par défaut, l'idéal, c'est quand même que toutes les sondes soient abritées, même à l'ombre. Si on n'a pas pris une station météo, qu'on part sur des systèmes de sondes, qu'on les mette sur un système ombragé. Si on les met au soleil, on aura le défaut d'être, si on a une plante autour qui nous fait de l'ombre pendant un temps, de l'ombre, et puis après, plus d'ombre. C'est plutôt un problème, nous, par rapport à la partie grande culture. Quand on les met au milieu des champs, si c'est un maïs, au début, on est au soleil, et à la fin, on est à l'ombre. Après, chez moi, ça serait du chanvre plutôt, mais voilà. Donc, suivre une part de protocole quand même un peu standardisé, surtout quand on prend des sondes, quand on prend des stations météo, on a un peu le côté imposé des stations météo. Ce qui reste à préciser, qui est toujours très variable, on l'a un peu entrevu ce matin, c'est où est-ce qu'on place la sonde ou la station dans la parcelle. Parce que ça, il faudrait qu'on se clarifie un peu à quelle distance on se met systématiquement, de façon à ce que si demain des gens comme l'INRAE veulent récupérer les données et les synthétiser, si tout le monde s'est mis, je dirais, à 1 mètre de la haie, c'est bien. S'il y en a qui sont à 1 mètre et d'autres à 3 mètres, à la fin, ça ne voudra pas dire grand-chose. Juste pour se faire une idée, je l'ai fait un peu de manière simpliste, en 2 grandes catégories. D'un côté, les sans relevé à distance. Donc, vous avez des sondes qui sont ou USB ou Bluetooth. En général, des coûts assez faibles, de l'ordre moins de 100 € pour les sondes. J'en ai moi-même en test en Bluetooth, mais qui sont que température, par exemple. Et bien pour des sites faciles d'accès et où on peut aller fréquemment vérifier que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème particulier qui soit apparu. C'est plutôt intéressant si on veut multiplier les petits sites. À l'intérieur d'un site, si on veut avoir des relevés à différents endroits, là c'est bien, parce que ça permet effectivement d'avoir plein de petites sondes à pas trop cher. Par contre, le gros inconvénient, c'est que déplacement obligatoire pour venir les relever. Alors, durée de la pile, c'est variable. Moi, je sais que les sondes Bluetooth que j'ai, elles peuvent durer 2 ans, mais il y en a qui peuvent durer moins. Donc, ça oblige pour certaines à vraiment revenir régulièrement. Et prévoir, quand j'ai dit une boîte d'emballage, c'est d'avoir quelque chose qui protège un petit peu la sonde pour voir pour la mettre à l'ombre. Ce qui n'existe pas comme problème quand on parle
relever à distance, parce que la plupart du temps, c'est des stations météo. Alors, j'ai dit par réseau, LoRa ou Sigfox, c'est un peu le réseau qui est souvent utilisé pour des envois de données. C'est généralement des stations météo, donc c'est des stations toutes prêtes. Il n'y a pas de déplacement à faire. Par contre, elles sont chères à l'usage. Station météo, c'est un tarif d'entrée souvent à 650 € pour vous faire le tarif de base. Là, je vous prends les tarifs de chez Winat ou de chez Suncroc, qui sont les deux plus gros développés. Et elles sont limite trop complètes par rapport à nos usages. C'est-à-dire que les stations météo, quand nous, là, toute la discussion qu'on a eue ce matin, vous avez tous travaillé avec des données brutes et vous avez trifouillé vos données dans de l'Excel. Sur ces stations météo, souvent, l'accès aux données brutes est presque plus compliqué puisqu'elles sont faites pour avoir un affichage rapide pour un agriculteur. À la rigueur, quelques visions à la semaine, mais souvent un petit peu trop emballé et pas d'accès direct. J'ai accès aux stations que Nicolas a en usage. Alors, c'est pas Suncroc ni Winat, c'en est un troisième, mais il y a le même problème, c'est-à-dire que pour accéder aux données brutes, il faut quand même aller manipuler un petit peu et il faut bien penser à sélectionner la bonne plage, les bonnes stations, tout ça. Voilà, donc ça, c'est ce qui est sorti. Alors, juste pour info, et là, je cherche pas à lui faire de la pub, il s'avère que c'est quelqu'un qui est dans ma coopérative d'employeurs, enfin qui était, puisqu'il s'installe plus en entreprise maintenant. J'ai demandé à quelqu'un qui faisait des sondes de mesure à destination de composteurs, donc des gens qui ont besoin de suivre des températures à distance, et qui les faisait via ces réseaux-là. Il fait tout. Donc, en fait, il va chercher les sondes, il assemble tout et il fait le serveur pour que les gens puissent récupérer les données. Donc, je lui ai demandé de faire un test et le test, il a été mis en place sur la station de Quincy que vous avez vu ce matin. Donc, j'ai les données de l'INRA. Donc, il a fait un test avec 2 sondes, une moins chère, une plus chère, les deux emballées dans un boîtier, donc boîtier météo. Les deux, il y en a une qui est soi-disant faite pour l'extérieur et une autre qui est censée être une sonde pour l'intérieur. Les deux envoient leurs données par du réseau LoRa et donc lui les récolte à distance. Là, c'est la comparaison par rapport à la station météo de l'INRA. Alors d'un côté, la température, on voit qu'on est pile poil à l'identique. L'humidité, c'est l'occasion pour moi, juste pour vous pointer un détail, faites attention quand on fait des mesures. Il faut absolument sur l'humidité que ça soit du comparatif ou alors il faut penser à changer la station régulièrement. Pour ceux qui ne sont pas au courant, des gens comme Winat ou comme Suncroc, quand vous êtes greffé sur un modèle météo, ils vous proposent de changer la sonde d'humidité tous les ans. Parce que sinon, vous avez ce que vous voyez là à l'écran, c'est-à-dire la sonde, ce qui est en bleu, c'est la sonde de Nicolas, de l'INRAE. Au bout d'un certain temps, vous avez des sondes qui reviennent pas aussi rapidement que les autres à l'humidité, donc elles restent bloquées, elles montent facilement à 100%, et une fois qu'elles y sont, elles y restent bloquées un petit peu plus longtemps. Donc, quand c'est en relatif, quand vous êtes en train de comparer deux sondes l'une par rapport à l'autre, alors vous aurez sûrement un moment où tout le monde sera à 100%, alors qu'il y en aurait une qui aurait peut-être un peu décroché, mais vous aurez quand même un effet relatif entre les deux. Par contre, si vous voulez la précision, faites attention des sondes d'humidité, vous pouvez avoir ce défaut-là. Donc là, lui, les sondes qu'il a mis en place, il s'est inquiété en se disant, mince, je vois pas le même résultat. Je lui ai dit, le résultat est normal a priori. Et vous voyez que les deux sondes qu'il a mis, alors par contre, il a un décalage. Il y en a une qui réagit un peu plus vite que l'autre entre les deux sondes. Donc, voilà, les deux sondes, c'est quoi? Pour bien comprendre le graphique, le vert, c'est... Les deux verts, c'est les sondes que lui a mis en place. Et le bleu, c'est la sonde de référence qui est la sonde de l'INRAE à la station de Quincy. D'accord, vert-jaune alors. C'est la sonde commerciale. Ouais. Oui, alors je suis daltonien, je suis désolé. Ah, ok, ça marche. Non, mais ça vous le montre très clairement. D'ailleurs, celui qui a fait un coup ce matin avec des graphismes en rouge et en vert, je lui en veux beaucoup. Parce que j'ai rien vu du tout. Je sais plus qui c'est, mais
Non, Voilà. mais c'est vrai qu'on J'ai pas vu la a différence tendance à du tout sur oublier. le tas. Ouais. Donc voilà, donc les deux, ce qui est en bleu qui est derrière, c'est la sonde INRAE, et les deux autres vertes, c'est les sondes qu'il a mis. Alors après, j'ai pas la différence exacte. Dans le lien que je vous donne, vous avez le compte rendu complet de ce qu'il a fait. Donc vous aurez l'explication exacte de la sonde qui est comment ça s'appelle, version pour l'extérieur, et la sonde version pour l'intérieur. Voilà. Bon, Et lui, l'ordre de grandeur, là, parce qu'on voit pas l'échelle sur les graphiques à gauche, par exemple, là, il y a peu de différence entre les. il y a très peu de différence. Là, Ouais. là par exemple, là où je sais pas si vous voyez ma souris. Oui. Hop là, moi, je suis revenu en arrière, mais voilà. Si vous voyez ma souris, là, je suis à 14. Là, je passe à 16, 18, 20, 22, 24. Donc, l'ordre de différence entre chaque graphique est minime. Là, entre chaque valeur, je passe de 10%. Chaque petit trait que vous entrevoyez, c'est 10% d'humidité. Donc là, on voit bien qu'effectivement, les sondes se sont calées à 100%. Donc, ce qui est négatif. Ce qui est pas génial, parce qu'en fait, ça veut Embêtant, dire que la sonde, mais ça, vous l'avez nécessairement avec toutes les sondes connectées. Alors, je ne connais pas le fait sur les petites sondes qu'il y a dans les, comment ça s'appelle, dans les sondes que vous allez mettre, comme Claire a pu utiliser, hein, ou comme le Grand Est, enfin, comme l'Alsace a utilisé. Je ne sais pas sur celle-là, j'ai pas de moyen de vérifier. Par contre, sur les sondes des stations météo, j'ai la réponse déjà des vendeurs de stations, qui m'avait dit très clairement, si vous voulez vous caler un modèle météo, on vous change la sonde d'humidité tous les ans. Si vous n'avez pas besoin d'un modèle météo et que vous avez juste besoin d'avoir une idée de l'hygrométrie, la sonde, elle est changée tous les 3 ans. Ok, non, mais c'est important d'avoir ça en tête. Bon, voilà, je vous renvoie le lien, et comme ça, vous aurez ces éléments-là. Et après, si certains sont intéressés, la personne en question vous pourrez le contacter. De toute façon, dans le lien que je vous ai mis, vous aurez aussi le compte rendu qu'il a fait et le lien vers sa. Voilà, si vous avez besoin de le contacter, vous m'appelez, je vous transmets ses coordonnées. J'ai zéro intérêt commercial dans l'histoire avec lui. Donc, si ça peut permettre de développer un système qui est peut-être plus adapté à nos besoins, parce que là, quand je lui ai demandé de faire le test, ça, il me l'a fait gracieusement. Et puis après, je lui ai dit, et au fait, tu dis combien ça coûterait? Il m'a dit que lui, je crois qu'il est dans une proposition de la station de l'ordre de 230, 250 euros, et puis 10 euros par mois pour l'abonnement de la connexion et le serveur qu'il mettrait en place. Voilà. Sauf qu'il est prêt, parce que je lui ai expliqué que les chambres d'agriculture ont des fois, alors je parle des chambres parce que c'est ce que je connais mieux, ont des fois un problème à présenter un tarif avec un abonnement. Il est prêt à faire un système où il inclut directement l'achat de la sonde avec un abonnement de 3 ans directement d'entrée. Okay. Il se débrouillera, il gérera. Mais c'est ouvert. Moi, j'ai juste profité que j'avais quelqu'un sous la main qui avait les compétences pour faire une proposition. Ok. Voilà. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des questions sur ces diapos-là? Ce que vient de présenter Patrick? Ouais, Claire. Moi, c'est pas forcément une question, mais c'est une remarque. En fait, j'aime beaucoup ta proposition. Moi, je vois bien qu'il y a juste un souci avec ma chambre d'agriculture, c'est que on a nos sondes Voltcraft qui fonctionnent encore très très bien. Et au final, on va avoir tendance à continuer à les utiliser, mais il y aura forcément des biais potentiels si on veut les réunir toutes les données au niveau national. Ça, c'est peut-être pas le cas que pour moi, mais si on a déjà un matériel, on va avoir du mal à vouloir le changer, sauf s'il y a vraiment une dynamique nationale qui doit se mettre en place. Le problème étant même qu'actuellement, chacun a déjà sa sonde. Chacun a pris une marque différente, donc il y a déjà une hétérogénéité. Après, ce qui est important de toute façon dans toutes nos mesures agroforestières, c'est que ça soit toujours, vous l'avez fait un petit peu au travers de la mesure de l'amplitude, c'est que ça soit des mesures relatives et pas des absolus. Si on cherche à avoir des températures absolues, on n'est pas Météo France. On va pas se recaler par rapport à Météo France.
Par contre, si on cherche à avoir des variations dans la journée ou alors des variations entre deux zones, entre une parcelle ombragée et une parcelle en plein soleil, oui, là, la réutilisation des sondes déjà existantes, c'est bien. Puis après, bah voilà, moi je vais demander de travailler ça. S'il y a du monde qui est intéressé, tant mieux. Sinon, bah il continuera à faire des suivis des des composts et ça lui va très bien déjà. Mm. Mais bon, c'est juste que sinon, l'autre option entre les sondes, comme vous avez utilisé, c'est directement la station météo. Et là, bah, comme le site que Nicolas a équipé à Quincé, enfin, comme ils ont équipé tout leur site, je sais pas, Nicolas, c'est quel prix l'équipement d'un site? On va censurer ou pas? La station météo, c'est 4 000 €. Donc, il y en a 2 par site, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que là, sur les présentations de ce matin, il y en a qui identifient des biais matériels et justement sur ces questions d'équipement ou qui émettent des doutes là, sur la validité de certains résultats ou la comparaison de résultats entre eux enfin, est-ce que ça peut poser problème là, à un moment donné si on met toutes ces présentations juxtaposées au niveau du matériel? On est en relatif, moi ça me choque pas trop. Le biais principal, pardon Pierre, j'ai pas revenu comme ça. C'est plus sur des histoires de placement. Moi, je reviens, il faut qu'on soit un peu carré d'un point de vue manière de poser les sondes dans la parcelle. Parce que si c'est une fois juste à les stations météo de l'INRA, quand c'est au pied de l'arbre, c'est au pied de l'arbre, hein, celle que vous avez mis, Nicolas. Des fois, certains vont la mettre à 2 mètres de l'arbre et ils vont considérer que c'est au pied de l'arbre. Hein. Et puis, développement des arbres. Claire? Ouais. Oui, même si c'est un relatif, moi je me pose quand même la question de l'impact du rayonnement sur les boîtes là qu'on met pour protéger les sondes. Donc en plein soleil, potentiellement, ça chauffe beaucoup plus quand même ce genre de petite protection que à l'ombre. Et donc D'où la protection qu'on avait mis sur les sondes qu'on a mis en test. C'est une protection type station météo. voilà, je pense que quand même la qualité de la protection, je crois que dans le Nord, ils ont utilisé des sondes Voltcraft aussi, mais ils n'ont pas fait pareil que nous en termes de protection. Donc, à quel point on peut fusionner ces données, on peut se poser la question quand même. Alors fusionner peut-être pas, mais juxtaposer au moins. Ça. Ouais. Même ça, je sais pas en fait. En tout cas, faut nuancer.